Bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier l'AFEF pour cette récompense. Donc, je vais vous parler de déficit immunitaire primitif et de leurs atteintes hépatiques. Donc, un petit mot déjà sur les déficits immunitaires primitifs. Ce sont des pathologies génétiques qui vont affecter différents composants du système immunitaire inné et ou adaptatif et qui vont entraîner une susceptibilité accrue aux infections qui, dans certains cas, peut s'associer à une dérégulation immunitaire qui peut toucher divers organes, dont le foie. Actuellement, on dénombre 330 déficits immunitaires primitifs. Si on les prend isolément, c'est des pathologies qui sont rares, voire rarissimes. Si on les prend dans leur globalité, c'est déjà un peu moins rare. On estime que la prévalence est de 4,4 cas pour 100 000 personnes. Il y a une classification de ces déficits qui existent. Donc ça, il y en a plusieurs qui existent, mais je vais vous donner celle de la Société européenne d'immunologie. Donc les déficits les plus fréquents, c'est les déficits immunitaires combinés, qui associent une altération de l'immunité cellulaire et humorale. Ils peuvent être dits sévères lorsqu'on a une lymphopénité. On a également les déficits immunitaires humoraux qui sont relativement fréquents, avec soit une hypogammaglobulinémie comme dans le DICV, soit un déficit en un anticorps spécifique comme par exemple en une sous-classe d'IgG. On peut citer également les déficits du complément, les déficits congénitaux de la phagocytose, les maladies auto-inflammatoires et les phénocopies de DIP qui ressemblent au DIP mais où il n'y a pas de mutation génétique ou alors juste une mutation somatique. Et il y en a plein d'autres, mais rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les détailler. Je vais commencer par un cas clinique. L'année dernière, à Paul Brousse, on a eu le cas d'un patient de 39 ans qu'on a transplanté pour une hépatite fulminante d'origine dysimmunitaire ou immunomédiée. C'est un patient qui avait une masse médiastinale antérieure connue mais qui n'avait jamais été explorée auparavant. Et le bilan pré-transplantation a retrouvé une hypogammaglobulinémie. Et l'association des deux nous a fait évoquer un potentiel syndrome de Good. Je vous en reparle juste après. C'est un syndrome qui associe une hypogammaglobulinémie à un thymome. Donc le patient a été transplanté. Le protocole d'immunosuppression était classique. Et les suites post-transplantation, comme on pouvait le craindre, ont été marquées par des complications surtout infectieuses, avec un zona thoracique AJ6, suivi d'une encéphalite à VZV AJ9 et une réactivation CMV. Et il a fini par être opéré de sa masse médiastinale et effectivement, l'ANAPAT a confirmé que c'était bien un thymome et donc un syndrome de Good. Donc, l'histologie de son foie natif montrait des lésions d'hépatite aiguë avec une nécrose submassive, panlobulaire, périportale et en pont qui touchait 40% du parenchyme hépatique. Et il y avait également un infiltrat inflammatoire riche en lymphocytes T, CD8 et en macrophages. Par contre, il n'y avait pas de plasmocytes, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les hépatites auto-immunes. Donc le syndrome de Good, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dit, ça associe une hypogammaglobulinémie à un thymome. C'est très rare. Dans la littérature, il n'y a que 314 cas rapportés, mais il y en a probablement plus que ça. Tous les cas n'ont pas dû être rapportés. Les patients vont surtout faire des infections pulmonaires et ORL. La quasi-totalité des patients feront au moins une infection dans leur vie, que ce soit des infections bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. Et la moitié des patients vont également présenter des maladies auto-immunes avec surtout les érythroblastopénies, une myasthénie ou un lichen plan. Et par contre, jusque-là, il n'y avait aucune atteinte hépatique décrite en lien avec le syndrome de Good dans la littérature. Donc, a priori, notre patient, ce serait le premier patient avec syndrome de Good ayant une atteinte hépatique. Et en plus, a priori, aucun patient avec syndrome de Good n'avait jamais été transplanté d'un organe solide. Donc ce serait aussi la première fois. Donc autant on a zéro information sur syndrome de Good et atteinte hépatique, autant on a quelques infos sur DICV et atteinte hépatique. Donc le DICV, déficit immunitaire commun variable, pour rappel, c'est le déficit immunitaire primitif symptomatique le plus fréquent. Sa prévalence est estimée à 1 pour 50 000 personnes. Il y a des critères diagnostiques qui sont bien définis. Il faut être âgé de plus de 2 ans au début des symptômes. Biologiquement, on retrouve une hypogammaglobulinémie avec un déficit systématique en IgG qui peut s'associer à un déficit en IgA et ou en IgM. Et cliniquement, c'est des patients qui vont faire des infections récurrentes, surtout des voies aériennes supérieures et inférieures. Ils vont avoir également des maladies auto-immunes, les plus fréquentes étant les cytopénies auto-immunes, comme par exemple le PTI. Et on peut également avoir des arthrites inflammatoires, des MICI, un lupus, plein d'autres maladies inflammatoires. On peut également retrouver une lymphoprolifération polyclonale qui doit toujours faire redouter un lymphome. Et enfin, ils peuvent également présenter des maladies granulomateuses diffuses. Ces patients vont également avoir une mauvaise réponse vaccinale. Et bien sûr, pour retenir le diagnostic, il faut avoir exclu toutes les autres causes d'hypogammaglobulinémie secondaire, notamment les causes médicamenteuses. Donc, concernant l'atteinte hépatique en lien avec le DICV, on retrouve une atteinte hépatique chez 9 à 79% des patients qui ont un DICV, selon les études.
C'est un chiffre qui est très hétérogène, ce qui s'explique parce que les définitions utilisées dans les séries sont très variables. Ça va de la simple élévation des transaminases aux anomalies échographiques ou histologiques. Et globalement, il y a 3 grands groupes d'atteintes hépatiques associées au DICV. Il y a l'atteinte liée à la dérégulation immunitaire, dont je parlerai juste après. On peut avoir des atteintes infectieuses avec historiquement des hépatites virales transmises lors de perfusion d'immunoglobulines intraveineuses. C'était le cas avant, mais là, c'est vraiment rarissime actuellement. On peut également avoir des localisations secondaires d'infections parasitaires comme la giardiose. Et puis, il y a également des atteintes néoplasiques. Les patients avec DICV ont un petit surrisque de CHC avec un risque relatif qui était de 1,9 dans une étude italienne. Et on peut également retrouver des atteintes hépatiques de lymphome non hodgkinien ou d'adénocarcinomes gastro-intestinaux qui sont plus fréquents chez ces patients. Donc, l'atteinte hépatique en lien avec la dérégulation immunitaire qui est la plus fréquente chez les patients avec un DICV, c'est l'hyperplasie nodulaire régénérative, donc on retrouve sur les biopsies. Si on prend la totalité des patients qui ont un DICV, il y a moins d'1% des patients chez qui on va retrouver une HNR. Si maintenant on prend les patients qui ont déjà des anomalies des tests hépatiques, on va retrouver des lésions d'HNR chez 5 à 12% des patients, et ce chiffre augmente même à 87% si on considère uniquement les patients chez qui on est allé jusqu'à la biopsie hépatique. On peut également retrouver un infiltrant inflammatoire intrasinusoïdal riche en lymphocytes TCD8 qui peut s'associer à une dilatation sinusoïdale. On peut également retrouver des granulomes et des lésions d'hépatite d'interface qui vont plutôt s'inscrire dans le cadre d'une HNR sévère plutôt que dans le cadre d'une véritable hépatite auto-immune. Il n'y a bien sûr aucune recommandation concernant un éventuel dépistage d'une atteinte hépatique chez ces patients. Ça paraît raisonnable de leur faire un bilan hépatique et un échodoppler hépatique au diagnostic, si besoin, complété par une imagerie en couple, voire par une PBH en cas d'anomalie. On a quelques données sur DICV et transplantation hépatique. Il y a 18 cas de patients rapportés dans la littérature. 12 de ces patients avaient été transplantés pour une hépatopathie étiquetée comme étant liée au DICV. Et chez ces 12 patients, il y en a 3 quarts qui avaient des lésions d'HNR sur l'histologie de leur foie natif. Les suites post-transplantation étaient bien sûr surtout marquées par des complications infectieuses. Et par contre, il y avait assez peu de rejets. Et les 6 autres patients avaient été transplantés pour des hépatopathies virales. Et de manière intéressante, si on regarde la survie à 5 ans de ces patients après transplantation hépatique, elle est seulement de 55%, ce qui est considérablement moins bon que la survie à 5 ans des patients transplantés hépatiques dans leur globalité, qui est plutôt de 75% à 5 ans. Donc là, je vous ai parlé du DICV qui est un DIP fréquent avec une atteinte hépatique rare. Je vous ai également parlé du syndrome de Wood qui est rare avec une atteinte hépatique rare. Je vais passer assez rapidement, mais je vais quand même vous parler des DIP rares avec atteinte hépatique fréquente. C'est surtout des pathologies pédiatriques qui sont quand même rares. Il y a notamment la maladie véno-occlusive hépatique avec déficit immunitaire ou le syndrome VODI. C'est un déficit immunitaire combiné sévère, donc avec une lymphopénie T, et ça s'associe à un syndrome d'obstruction sinusoïdale dont le retentissement est similaire aux autres causes de SOS. On peut également citer le déficit en ATP6-AP1, qui est une maladie liée à l'X, où on peut retrouver une cytolyse hépatique, voire même parfois une cirrhose. Il y a également des perturbations du flux sérique et de la céruléoplasménie. On a également les interféronopathies type 1 qui peuvent donner des atteintes hépatiques, comme le syndrome d'Aicardi-Gouttière, où on peut retrouver une cytolyse, voire la présence d'anticorps antitissus, mais c'est surtout les symptômes neurologiques qui sont au premier plan et qui vont vraiment gréver le pronostic de ces patients. Et puis pour finir, un déficit en XIAP, c'est vraiment rarissime, il y a moins d'un cas pour 1 million, on peut retrouver une cholangite, une hépatite, mais là il y a une triade assez caractéristique, syndrome d'activation macrophagique, splénomégalie et MIGI. Mais globalement, c'est des atteintes, nous on n'en verra pas trop, ça concerne surtout les pédiatres. Donc pour conclure, les déficits immunitaires primitifs, si on les prend individuellement, c'est rare, voire rarissime. Ça peut ne toucher que quelques familles à travers le monde. Dans leur ensemble, c'est pas si rare que ça. L'incidence va probablement augmenter dans les prochaines années avec l'amélioration des techniques diagnostiques. Et on va tous être possiblement amenés à en croiser au cours de notre carrière. L'atteinte hépatique est très variable en fonction du type de DIP. On a très peu de données. La grande majorité des données reposent sur des case reports. Donc il faut penser à publier les cas que vous pourriez
être amenés à croiser. Et puis, pour finir, il faut penser au DICV en cas de lésion d'HNR sans autre cause évidente, puisqu'on a dit que c'était le DIP symptomatique le plus fréquent. Je vous remercie.